Jean-Marie Delarue, bonjour. Bonjour. Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors d'abord, en quoi est-ce que ça consiste ? Oui, c'est une appellation un peu difficile et compliquée. Je peux vous dire qu'au téléphone, ça passe pas très souvent. Contrôleur général, c'est l'idée que quelqu'un se rend dans tous les lieux de privation de liberté pour voir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que c'est que ces lieux de privation de liberté ? C'est ce à quoi tout le monde pense, la prison d'abord. C'est aussi les commissariats de police, les endroits où on fait des gardes à vue, donc les brigades de gendarmerie. C'est aussi les centres de rétention pour les étrangers. Dans la région rouennaise, il y en a un qui est à Ouassel, par exemple. Et c'est aussi ce qu'on pense peut-être spontanément moins, des lieux un peu moins immédiatement assimilés à la privation de liberté, mais comme les locaux douaniers, où on retient des gens aussi contre leur gré, comme les dépôts des tribunaux, où on met les prévenus en attente de passer devant un magistrat. Et c'est enfin les hôpitaux psychiatriques, puisque dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des malades qui ont été hospitalisés sans leur consentement, c'est-à-dire contre leur volonté. Dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez des malades qui viennent, j'allais dire comme tout le monde, c'est-à-dire en toute liberté, qui viennent se faire soigner. Mais il y a aussi des malades qui sont là, non pas pour l'avoir voulu, mais parce que quelqu'un de leur famille ou le préfet du département l'a décidé. Par conséquent, aux yeux de la loi qui m'a institué, voici 5 ans, ce sont aussi ces hôpitaux-là des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire des lieux où un juge ou une autorité administrative, un préfet le plus souvent, a décidé de mettre quelqu'un contre son gré. Donc le contrôle général, c'est l'institution qui est chargée de contrôler de manière indépendante, j'y tiens, c'est-à-dire de manière indépendante du gouvernement, des ministres responsables de ces lieux-là, ces lieux pour savoir ce qui s'y passe et si notamment les gens qui sont privés de leur liberté sont convenablement traités, et donc c'est-à-dire comme la dignité l'exige. Voilà ce que c'est que le contrôle général. Mais alors, des lieux de privation de liberté, il y en a combien en France environ ? Parce que bon, vous n'êtes pas le seul contrôleur, vous êtes le seul contrôleur général en revanche. Donc vous êtes combien pour visiter combien de lieux ? Alors, on estime à peu près qu'il y a 5800 lieux de privation de liberté dans ce pays. Donc 200 établissements pénitentiaires, un tout petit peu moins, pour faire vite, à peu près une trentaine de centres de rétention administrative, un petit peu moins, à peu près 600 commissariats de police, pour autant qu'on puisse exactement les évaluer. Le gros chiffre, ce sont surtout les brigades de gendarmerie. Il y en a à peu près 3200 dans ce pays. Mais simplement, ça ne veut pas dire que tous aient autant d'importance sur la privation de liberté, puisqu'il y a beaucoup de brigades de gendarmerie où il y a par exemple très peu de garde à vue. Et ce sont les gardes à vue qui intéressent la privation de liberté dans les brigades de gendarmerie. En revanche, dans les prisons, vous avez des détenus qui sont là en permanence, ou en tout cas qui se relaient toute l'année. Bon. Par conséquent, nous allons, nous autres, ici au contrôle général, un peu sélectionner les lieux de privation de liberté en fonction de leur activité. Et à cet égard, les hôpitaux psychiatriques, les gros commissariats, les prisons nous intéressent beaucoup plus naturellement qu'on pardonne la brigade de gendarmerie au fond de sa campagne, si je puis dire, si je me fais bien comprendre. C'est pas du tout par mépris que je parle de ça, c'est pour dire que du point de vue de la privation de liberté, tous les lieux ne se valent pas exactement. Mais il y a à peu près 5800 lieux au total en France. Alors combien de contrôleurs pour aller les voir ? Nous mettons en route à peu près 5 missions, 15 jours par mois, pour aller visiter 5 lieux différents. Donc il y a à peu près une quarantaine de contrôleurs, les uns à temps complet, les autres à temps partiel, soit à peu près 25 équivalents temps plein approximativement. Alors j'insiste sur un dernier point, nous sommes indépendants, j'y reviens, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas des pouvoirs publics. C'est pour ça qu'on nous a appelé contrôle général. C'est d'une part parce que nous couvrons
tous ces lieux privatifs de liberté, mais parce que aussi nous ne dépendons pas d'un ministre, nous ne sommes pas une inspection générale aux ordres du ministre. Quand vous savez, il se passe quelque chose de vilain, une bavure, comme on dit dans un commissariat, on délègue l'inspection générale de la police nationale. Bon. Mais ça, c'est le ministre qui l'a demandé et c'est au ministre qu'elle va faire son rapport. L'intérêt du contrôle général, c'est que lui, il ne doit rien au ministre, il n'est pas nommé par eux, il ne sera pas renouvelé par eux, donc il peut dire ce qu'il voit effectivement sans aucune espèce de restriction. C'est l'intérêt de ce contrôle indépendant et dont le qualificatif d'indépendant vaut bien, je crois, est aussi important à mes yeux que celui de qualificatif de général. Oui, ça veut dire que vous recevez d'ordre de personne en fait. Vous êtes totalement indépendant, mais comment c'est approuvé en fait vos rapports par exemple ? Nous n'avons, comme dit la loi qui m'a institué, nous n'avons le droit de recevoir aucune instruction de qui que ce soit. Et donc, personne ne peut nous donner de consignes sur ce qu'il y a à dire ou à faire. Moi-même, j'ai reçu, quand j'ai été nommé, des garanties d'indépendance. J'ai été nommé par le président de la République, naturellement, mais sur la proposition des commissions parlementaires, donc au Sénat à l'unanimité et à l'Assemblée nationale à l'unanimité moins 2 voix. Donc on a transcendé en quelque sorte le clivage entre majorité et opposition. Et puis je n'ai le droit d'exercer aucun autre métier que celui que je fais. Je suis astreint au secret professionnel. Je ne peux pas être renouvelé dans mes fonctions, donc je n'ai pas à cajoler le pouvoir dans le sens du poil pour être sûr d'être renouvelé dans mes fonctions, etc. Donc tout ceci étaient pour moi des garanties nécessaires pour que je puisse exercer cette fonction de contrôle en toute efficacité, c'est-à-dire en toute liberté et surtout en toute vérité. Pas n'est besoin pour cela d'aller revendiquer je ne sais quoi de je ne sais quel ministre. Alors, nos rapports n'ont pas à être approuvés, ils sont rédigés tels que. Après chaque visite que nous faisons, il y a un rapport et nous avons en plus un rapport annuel destiné à les synthétiser. Mais ces rapports ne sont pas approuvés par qui que ce soit. Ils sont communiqués aux autorités pour avoir de leur part des observations éventuelles, mais ils ne sont pas le moins du monde approuvés. Et c'est moi qui demande aux autorités de me produire les observations qu'elles jugent utiles, et non pas elles qui ont à me soumettre des observations pour me critiquer ou me reprocher quelque chose que ce soit. Non, je crois que je fonctionne en toute indépendance, et j'ai besoin de cela pour pouvoir dire les choses qui se passent en bien ou en mal dans les lieux de privation de liberté. Alors, avant d'en venir à votre parcours, je voudrais continuer sur vos convictions. Pour quelles convictions êtes-vous devenu contrôleur général des lieux de privation de liberté ? Pourquoi ? Alors d'abord parce que j'avais quelques connaissances de certains milieux et en particulier de la politique à l'égard des étrangers et puis de la politique pénale de ce pays, puisque j'avais exercé des fonctions antérieurement qui me conduisaient à m'intéresser à ces 2 domaines. Par conséquent, ni les commissariats de police, ni les brigades de gendarmerie, ni les centres de rétention administrative, ni les dépôts de tribunaux, ni les prisons ne m'étaient complètement étrangères, au contraire. Donc ça, c'est un fait. On m'a choisi, je pense, en partie pour cette raison-là. La conviction, c'est la conviction qu'il y a des choses à améliorer, bien entendu, dans ces lieux-là. Chacun sait bien que les prisons, par exemple, bien des gens l'ont dit avant que je commence à travailler, sont des lieux, souvent, on va y revenir peut-être à propos de Rouen, mais sont des lieux extrêmement vétustes, sont des lieux que notre société a un peu oubliés, sont des lieux très anciens. Et par conséquent, il y a des choses à redresser à cet égard. On y traite les gens de façon, dans leur confort quotidien, plutôt dans leur inconfort quotidien, quoi qu'il y ait toute une littérature inverse à ce sujet, mais ils ont froid ou ils ont trop chaud, ils n'ont pas de sec dans leurs cellules, c'est humide, il y a plein de nuisibles, etc., etc. Bon, tout ceci, c'est un état des lieux qui n'est pas digne de notre société démocratique moderne. Donc, j'avais la conviction qu'on pouvait changer. Et puis, j'avais aussi la conviction d'un citoyen, tout simplement, qui est, au fond, à quoi ça sert ces lieux de privation de liberté ? Est-ce que ça sert à renforcer la sécurité des uns et des autres en mettant hors d'état de nuire ceux qui gênent la société ? Ou est-ce que ça ne crée pas aussi des gens qui vont sortir de ces lieux plus démunis, plus pauvres que jamais, et par conséquent, pour lesquels, finalement, on fait tout pour qu'ils recommencent ? La question de la récidive est une question lancinante dans ce pays. Elle est posée depuis bien des années. Là non plus, je n'invente rien. On dit que pour les
petit délit, je vais vite, il y a à peu près un taux de récidive qui est de 1 sur 2, un peu moins, 43%, mais peu importe, à peu près 1 sur 2. C'est beaucoup trop, naturellement. Et quand on pense que notre société s'imagine que mettre en prison, ça va régler tous les problèmes. Non, je me demande, moi, si mettre en prison, ça ne fait pas naître de nouveaux problèmes. Donc voilà une conviction que j'ai, et voilà ce qui m'a conduit, en effet, à exercer aussi cette fonction. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus votre parcours personnel ? Oui, il ne faut pas penser que le parcours personnel est décisif dans le regard qu'on a sur les choses, mais je pense que ce qui peut compter, c'est que j'ai été magistrat de l'ordre administratif, donc dans les tribunaux, les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État pendant des années et des années. Comme tel, j'ai été amené à m'intéresser à à la place du juge dans notre société, à la place du justiciable aussi par rapport au juge. J'ai exercé diverses fonctions dans différents ministères et notamment au ministère de l'Intérieur où j'étais directeur des libertés publiques et des affaires juridiques. Par conséquent, j'ai été amené à m'intéresser de près à la politique vis-à-vis des étrangers à l'époque, à ce moment-là, lorsque j'y étais. J'ai exercé des fonctions aussi dans d'autres administrations, notamment sociales. Par conséquent, le monde sanitaire ne m'était pas absolument inconnu. Donc je crois que au fil de ces années-là, ce qui m'a guidé au fond, c'est le souci des personnes qui étaient le plus éloignées de notre société, tout simplement, on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire ceux qui sont soit que leur grande pauvreté a éloigné de nous, soit que leur qualité d'étranger a éloigné de nous, soit enfin que leur qualité de délinquant aussi a mis aux marges de notre société. Et en disant ça, je ne dis pas du tout que j'excuse évidemment toutes les infractions, je n'excuse rien du tout, et la société doit se défendre contre les infractions, mais ce que je veux dire, c'est que après, c'est la manière dont sont traités ces pauvres, ces étrangers, ces délinquants qui m'intéressent. Est-ce qu'ils sont traités pour être réconciliés en quelque sorte avec notre société, pour que notre société vive paisiblement, ou est-ce qu'on les traite pour ne plus avoir à les regarder, à les considérés comme ils sont, comme ce sont des hommes et des femmes comme nous autres, et surtout à leur donner des chances de se réinsérer parmi nous. C'est la question, je crois, qui me préoccupe depuis bien des années, que j'ai tenté de faire avancer à travers ces différentes fonctions. Donc celle-ci que j'exerce à présent, contrôleur général des lieux de privation de liberté, n'est qu'un prolongement de ce que j'ai pu faire antérieurement dans diverses autres fonctions. Alors, ce que vous venez de dire me fait penser à ce que préconise pour les prisons Étienne Noël, l'avocat rouennais qui a fait condamner diverses fois l'État pour mauvaises conditions de détention. Lui, il pense qu'il faudrait mettre les prisons au milieu des villes pour mettre la société face à ses responsabilités, face à ses choix, en fait. Est-ce que vous rejoignez ce point de vue ? D'abord, je voudrais rendre hommage à Étienne Noël parce que c'est un avocat qui s'est intéressé non pas seulement au procès des délinquants, mais à ce qui survenait après, c'est-à-dire à ce qu'il arrivait aux détenus une fois qu'ils sont en prison. Étienne Noël, contrairement à beaucoup de ses confrères, maintenant ça n'est plus vrai, mais à l'origine, quand il a commencé à exercer, s'est intéressé, lui, le premier, à ce qu'on pouvait faire pour ces personnes en détention. Il s'est interrogé notamment sur la manière dont ces personnes, lorsqu'ils étaient emprisonnés dans des conditions indignes d'êtres humains, pouvaient éventuellement être indemnisés par l'État. C'est le premier à avoir soulevé cette question-là et donc il faut lui rendre cet hommage. Et depuis, son action s'est trouvée largement amplifiée par lui et par d'autres. Alors, la question c'est, au fond, est-ce que il faut considérer que cette action produit des résultats. Moi, je rejoins le sentiment d'Étienne Noël. Il faut mettre les prisons au cœur des villes parce que d'abord, elles font partie de notre système urbain au sens civilisé du terme. Je veux dire par là que les prisons, lieux où on met les délinquants, sont une composante de notre justice pénale. La justice est une composante de notre société, donc il n'y a pas de raison de cacher la prison quelque part. Or, les constructions de prisons de ces 30 dernières années ont fait que, pour des raisons notamment de coût, on les a mis souvent au milieu de nos campagnes.
Et c'est pas seulement la visibilité de la prison, comme le dit Étienne Noël, qui se perd, mais c'est aussi pour, par exemple, ceux qui vont rendre visite aux détenus, et je pense notamment à leurs proches parents, à leurs enfants, aller en prison, voir ce frère, ce fils, cet époux qui est en prison. C'est un effort considérable parce que ces prisons sont très loin des villes et que pour ces gens qui n'ont souvent que très peu d'argent, ça représente un effort financier important. Par conséquent, on va moins voir son fils, son frère, son époux que si la prison était au cœur de la ville. Donc ça, c'est une première ordre de choses. Mais j'ajouterai quelque chose à ce que dit Étienne Noël. Pour que chacun perçoive ce qui se passe en prison, il faudrait que, nonobstant le fait naturellement que la prison doit être un espace clos, il faut empêcher que les gens s'en aillent, même si on peut penser qu'il y aurait beaucoup moins d'évasion qu'on ne le pense. Mais peu importe, je ferme cette parenthèse. Mais il faut que la prison aussi soit transparente. C'est-à-dire qu'elle fonctionne dans des conditions qui permettent aux citoyens ordinaires de se faire une idée exacte de ce qui s'y passe. Or, je crois que beaucoup de nos concitoyens, et peut-être quelques-uns de ceux qui nous écoutent, mais je n'en suis pas sûr, pensent que la prison, au fond, c'est un endroit, une sorte d'endroit de délice, une sorte de club med pénal, où des gens étendus sur un lit regardent confortablement toute la journée la télévision sans rien faire. Je crois que cette idée-là est une idée formidablement inexacte. Et je crois qu'il suffit, pas bien loin, je ne suis pas très exigeant à cet égard, moi qui ai parcouru beaucoup de prisons dans ce pays, il suffit de passer une demi-journée en prison pour se rendre compte à quel point cette image est inexacte. Une prison pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour ceux qui y sont hébergés contre leur gré, c'est un lieu de vie extrêmement difficile, c'est un lieu de tension, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu d'incertitude, c'est un lieu de menace, c'est un lieu de violence. Et par conséquent, ce sont des lieux très inconfortables, ce sont des lieux de très grande pauvreté, ce sont des lieux où on est séparé des siens, de ses proches. C'est un lieu où souvent on a du mal à se faire des amis, ou même on a beaucoup de facilité à se faire des ennemis. C'est un lieu où on peut se faire brutaliser à tout moment, etc., etc. Donc je crois qu'il ne faut pas s'imaginer ça comme une espèce de Club Med, et si Club Med il y a, c'est vraiment un Club Med, alors retourné comme un gant, si je puis dire, où on ferait en quelque sorte la violence comme règle, plutôt que l'amitié entre les personnes. Donc cette idée-là des prisons, je le sais bien, elle a du mal à faire son chemin dans l'opinion, parce que tout simplement, l'opinion ne sait pas ce que c'est que la prison, ne sait pas ce que sont aussi, peut-être moins mal, mais d'une certaine manière, ce que sont aussi les commissariats de police. Donc, pour revenir à l'idée d'Étienne Noël, je crois en effet qu'il est vertueux que les prisons soient au cœur des villes, parce qu'elles font partie de notre système social, notre système d'entre-soi, d'entre nous. Mais il faut que les prisons, le fonctionnement de la prison soit aussi connu que possible à l'étranger, je veux dire à l'extérieur, pardonnez-moi, de la prison, pour que les gens mesurent ce que c'est que la prison de leur société à eux. Ne serait-ce que parce que peut-être un jour, un proche, un ami, ce que je ne leur souhaite pas naturellement, mais peut être aussi en prison. Vous savez, on va en prison aujourd'hui, pas parce qu'on a voulu être délinquant, mais parce que le hasard des choses fait que souvent on l'est devenu. Si demain, moi, je cause un grave accident de la route, eh bien, je peux passer 18 mois, 12 mois en prison parce que désormais, ces graves accidents peuvent être pris en prison, alors même que, bien naturellement, je n'aurais jamais voulu causer ce grave accident. Donc, des personnes peuvent s'y trouver, mais en dehors de ça, il est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Et moi, je réclame, outre la proximité, eh bien, la transparence. Et je crois que l'institution du contrôle général des lieux de privation de liberté est une façon peut-être, et en tout cas c'est une de mes ambitions, de rendre un peu transparente la prison, puisque je peux témoigner, moi et mes contrôleurs naturellement qui m'entourent, peuvent témoigner des conditions de vie de la prison, comme des commissariats de police ou des geôles de tribunaux. Comment faire du coup pour sensibiliser le grand public à ce qu'est la prison réellement ? Est-ce que ce serait une bonne chose de faire une sensibilisation, sachant que c'est un sujet qui fait fuir pas mal de monde en fait ? Il faut un peu démystifier la prison. La prison, je crois que pour chacun, c'est le lieu où on enferme des grands criminels.
Et par conséquent, ces grands criminels, tout le monde a en mémoire évidemment des faits divers qui sont des tragédies gravissimes pour ceux qui les ont vécus, auxquels on doit toute notre compassion et notre compréhension. La prison n'est pas peuplée de grands criminels. La prison recèle en effet quelques criminels très durs, très endurcis, qui ont commis des atrocités. Mais la prison, c'est le tout venant de la délinquance. Il faut toujours se souvenir que le temps moyen de la détention en France, c'est 10 mois. 10 mois, y compris la détention provisoire pour les grands criminels, y compris ceux qui sont condamnés à des très très longues peines, 20 ans, 30 ans, voire la perpétuité. 10 mois en moyenne. Ça veut dire donc que si c'est 10 mois en moyenne, c'est qu'il y a des gens qui y passent beaucoup moins de temps. Et que, encore une fois, la plupart des gens qui entrent en prison y entrent pour quelques semaines ou quelques mois. Il faut se souvenir que à peu près aujourd'hui 80 000, 85 000 personnes entrent chaque année en prison et à peu près autant en sortent naturellement. Donc la prison, ce n'est pas le domaine du grand criminel, c'est plutôt le domaine du petit voyou. Et c'est le domaine aussi de ceux qui s'adonnent pour des raisons d'alcool, pour des raisons de causes très, très profondes, quelquefois, à la violence, etc. C'est le tout venant du voisin qui pète un peu les plombs, comme on dit vulgairement aujourd'hui. C'est le tout venant, encore une fois, des violences conjugales. C'est le tout violent de l'alcoolisme. Donc, il ne faut pas imaginer que la prison, c'est le repère des Étienne Louis, pour prendre le nom d'un grand criminel sur lequel il ne faut pas naturellement oublier de s'appesantir. Mais c'est surtout le lieu du petit délinquant. Et ce petit délinquant-là, doit avoir une chance de se réinsérer quand il sort de prison. Et par conséquent, la question qui est posée à la prison, c'est est-ce qu'elle travaille pour assurer les chances aux petits délinquants pour qu'ils reviennent à un comportement plus normal. Et c'est ça qui n'intéresse pas beaucoup, mais qui devrait intéresser nos concitoyens. C'est pas au fond qu'est-ce qu'on met en prison, qui est-ce qu'on met en prison, c'est qui sort de prison et dans quel état sort-il. Autrement dit, est-ce que l'homme qui sort de prison, la société, l'État me garantit que c'est quelqu'un qui ne va pas recommencer ? J'ai dit tout à l'heure que la réponse était malheureusement peu enthousiasmante sur ce point. Et donc, si, comme je le crois, la prison doit être un instrument de sécurité pour les Français, au même titre que la police, par exemple, est-ce que nous sommes en état de vérifier qu'elle fonctionne bien comme un instrument de sécurité ? Oui, nous pouvons le vérifier, et nous pouvons dire sans forcer trop le trait que pour beaucoup de gens qu'elle relâche, la prison, à la fin de leur peine, la prison fonctionne comme un instrument d'insécurité. C'est-à-dire qu'elle conduit les gens à recommencer, à cambrioler, à bousculer les uns et les autres, à faire un peu de violence ici ou là, etc. etc. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en tirer autrement et parce qu'on ne leur a pas appris en prison à agir autrement. Par conséquent, je crois que, loin d'être cette espèce de Club Med que j'évoquais tout à l'heure, la prison doit être interrogée sur sa capacité à mettre fin, comme la police, comme la justice, à la délinquance. La prison est un instrument de justice et par conséquent, comment s'arrange-t-elle pour mettre fin à la délinquance qui nous frappe aujourd'hui ? Et encore une fois, moi je ne crois pas du tout à une délinquance de nature, comme on pouvait l'imaginer au XIXe siècle, n'est-ce pas ? Ça vaut peut-être pour certains délinquants sexuels, et encore, on peut même en douter. Mais en revanche, pour la délinquance la plus courante, celle encore une fois de la violence, qui est causée par l'alcoolisme, la pauvreté, enfin un certain nombre de phénomènes sociaux bien identifiés, il faut mettre fin à cette violence. Elle n'est pas inéluctable et des sociétés vivent beaucoup plus en paix que la nôtre. Par conséquent, il faut interroger bien entendu l'efficacité de la police, l'efficacité de la justice, mais il faut aussi interroger l'efficacité de la prison. Et c'est un de mes rôles aussi que de m'interroger sur cette efficacité-là. Et vous parliez d'insécurité, que la prison est un outil où il y a de l'insécurité au final, mais insécurité pour qui ? Pour la société ou pour les détenus ou anciens détenus ? Pour les deux. Alors, insécurité pour nous tous.
Voyons, prenons, comme on dresse souvent ça en illustration un peu bateau aujourd'hui, mais enfin, un gamin de 18 ans un peu agité qui a eu quelques affaires de stupéfiants et qui, pour se procurer de la drogue, se livre à quelques larcins et, ce faisant, à quelques violences sur des personnes. Bon, la question c'est, on le met en prison. Est-ce qu'il va en sortir plus déterminé à vivre une vie normale? Alors, premièrement, est-ce qu'on a soigné, par exemple, est-ce qu'on a pris en question, pendant qu'il était en prison, sa dépendance aux stupéfiants? Vraisemblablement pas. Vraisemblablement pas parce que il n'y a pas suffisamment de gens pour le prendre en charge. Malgré le dévouement de tout ce qui est psychiatrie en prison, mais on sait que les services de psychiatrie en prison, à l'exception de certaines prisons où existe un service régional qu'on appelle le SMPR, service médico-psychologique régional, un peu développé. On sait que dans beaucoup de prisons, le nombre de vacations de psychiatres est insuffisant, que les psychologues ne sont pas assez nombreux. Par conséquent, il a des chances de ne pas être suffisamment pris en charge. Est-ce qu'on lui aura appris un métier qui pourrait lui fournir une alternative intéressante au fait que, pardon d'être trivial, mais il glandouillait, etc., etc. Non, puisque nous avons fait les comptes l'an dernier, à peine plus du quart des détenus travaillent et par conséquent, souvent d'ailleurs pour des travaux qui sont absolument pas qualifiants et qui n'apprennent rien du tout, c'est des travaux d'emballage, etc. Et par conséquent, notre jeune homme sortira de prison à peu près dans le même état où il était venu et par conséquent, il n'aura aucune chance d'espérer trouver mieux sur le marché du travail que ce qu'il n'avait pas obtenu précédemment. Donc c'est une illustration pour répondre à la question, pour notre société, ce jeune homme-là, il a des chances de sortir à peu près dans le même état où il est entré. Est-ce qu'il ne va pas sortir pire ? Eh bien, la question, en effet, peut se poser, puisque, d'une part, la prison, dans son fonctionnement, elle écrase un petit peu les personnes, parce que les surveillants font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas le temps de prendre en charge tout le monde, même sauf peut-être dans les petites maisons d'arrêt, mais dans les grandes, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de traitement vraiment individualisé des détenus. Et puis, on ne leur a pas tellement appris à prendre en charge des détenus un peu plus difficiles. Bon, donc, il faut que tout ça fait que le détenu, lui, peut se sentir un peu écrasé. Et puis, le détenu... c'est la deuxième moitié de votre question, en but aussi à l'insécurité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en prison, il y a des menaces. Et par exemple, chacun sait que la drogue circule en prison. Et il peut y avoir des personnes détenues qui ont envie de s'emparer de la dose que quelqu'un a réussi à récupérer. Donc, il peut y avoir des gens qui vont obliger d'autres détenus à faire entrer de la drogue pour eux en prison, etc., etc. Donc, il y a... des agressions en prison, ça existe, et il y a aussi des rackets, des pressions, etc. Bon, donc, je reviens à la question, est-ce que notre jeune homme va sortir dans le même état que celui où il est rentré, ou est-ce qu'il ne va pas sortir pire encore ? Voilà. Et donc, la question initiale, c'est, est-ce que la prison crée de l'insécurité pour nous-mêmes, nous autres citoyens, ou pour les détenus? Et voilà pourquoi je répondais, en réalité, peut-être un petit peu pour les deux aujourd'hui. Il y a des gens qui, en prison, s'en sortent. Il y a des gens qui sont en quelque sorte des personnes qui ont été convenablement prises en charge par les surveillants. Il y a des prodiges de dévouement et d'humanité parmi eux. Il y a des personnes qui ont été prises en charge par les soignants. Il y a des personnes qui ont été prises en charge par des tiers, des aumôniers, des visiteurs qui viennent en prison. Toutes ces personnes font un travail le plus souvent admirable et qui est digne d'éloge et qui bénéficie incontestablement à un certain nombre de personnes détenues. Mais malheureusement, ce n'est pas le plus grand nombre. Il ne faut pas se laisser abuser en particulier, par exemple, par les spectacles qu'on donne en prison, les cours qu'on donne en prison, pas trop les cours d'enseignement, parce que ça peut profiter au plus grand nombre, mais les cours de formation professionnelle, par exemple, ou autre, parce que ça bénéficie toujours à une petite minorité des détenus. Le nombre de gens, vous savez, par exemple, qui obtiennent des diplômes de l'enseignement supérieur en prison, de l'enseignement supérieur, des licences, par exemple. On dit souvent, mais un tel est un miraculé, il a été emprisonné, il a suivi des études en prison, et puis il a décroché sa licence de je ne sais quoi, d'histoire ou de français.
C'est vrai que de tels miraculés existent, mais ce sont des miraculés parce qu'ils sont l'exception. Et à côté de ça, celui qui veut suivre des cours d'enseignement supérieur en prison, c'est souvent la vraie galère parce qu'il ne réussit pas à avoir les cours de sa faculté, parce qu'il a un mal fou à s'y inscrire, parce qu'il ne reçoit pas les cours en temps utile pour passer l'examen, parce qu'il a du mal à s'inscrire aux examens, etc., etc. Et puis c'est la même chose pour toutes les activités. Vous voulez faire du théâtre en prison, peut-être que vous allez faire du théâtre. Mais il y en a combien de détenus sur 600? Vous allez en trouver 5 ou 6 ou 10 qui vont faire du théâtre. Donc, qu'est-ce que deviennent les autres? Et naturellement, c'est le devenir de l'ensemble des détenus qui doit, en tout cas, moi, m'intéresser et intéresser peut-être aussi les Français. Et je dis sans du tout méchanceté, ni acrimonie, ni amertume, mais je crois que tout ceci peut être amélioré, que malheureusement, en dépit des efforts qui sont consentis, beaucoup de gens sortent de prison broyés, ou bien beaucoup de gens sortent de prison avec l'envie, la haine, comme ils disent aujourd'hui, les jeunes hommes dont je parlais tout à l'heure, pour recommencer et continuer leur larcin, donc, et même quelquefois leurs agressions graves. Donc je crois que ça n'est pas un état satisfaisant. Alors, j'en viens aux grands criminels. Oui. Voilà, on peut voir l'image d'Hannibal. Bon, il y a des clichés également. Et leurs conditions de détention. Est-ce que les grands criminels, les violeurs, les meurtriers, est-ce qu'ils méritent d'être dans des conditions de détention, de promiscuité, d'inconfort, parce qu'ils ont quand même brisé des vies. Donc il y a des personnes qui peuvent penser que, quoi qu'il leur arrive, ils ont brisé des vies, ils ont fait tellement de mal autour d'eux que s'ils sont dans une cellule humide, eh bien, ils l'ont mérité, éventuellement. Alors ça, c'est un vrai débat qui engage, je crois, beaucoup en profondeur la conviction de chacun d'entre nous. Et donc, j'ai conscience que ce que je vais vous donner là, c'est la mienne simplement. Mais je voudrais quand même vous dire qu'elle s'appuie sur de sérieuses considérations. D'abord, je crois que les grands criminels méritent d'aller en prison. Parce qu'ils font courir un danger immédiat à notre société. Ils l'ont montré tragiquement. Ils ont, comme vous l'avez rappelé, brisé des vies, et de la façon quelquefois la plus atroce qui soit. Par conséquent, il faut les retrancher de notre société, et on n'a pas trouvé depuis 200 ans quelque chose d'équivalent ou qui rende les mêmes services, on va dire, sur ce plan que la prison. Par conséquent, ces criminels doivent être punis de peines de prison prolongées, je crois. Peut-être pas tous d'ailleurs également. Je pense en particulier, mais je dis là un point de vue encore une fois très personnel. Je pense que le crime passionnel, c'est-à-dire l'époux qui tue l'épouse qui tue l'épouse, souvent à la suite de conflits très violents entre l'un et l'autre, mais souvent sans l'avoir vraiment voulu et en le regrettant ce geste immédiatement après qu'il a été commis. Je ne suis pas sûr que la prison soit faite pour ces personnes-là. Je suis sûr en revanche que la prison amène la séparation des enfants avec l'époux survivant, alors que ces enfants sont déjà traumatisés par la mort d'un de leurs parents. Et par conséquent, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Mais, à part peut-être cette exception, convenons que oui, la plupart des criminels, et notamment de ceux qui font parler d'eux dans les titres de journaux, méritent la prison. Alors, deuxième question à envisager, c'est la vôtre, c'est au fond, est-ce que parce que quelqu'un a fait souffrir un de ses semblables, un homme, une femme, un enfant, est-ce qu'il mérite à son tour de souffrir dans sa chair ? Bon. Alors je crois que là, moi je suis obligé de dire ma conviction. Je crois que la prison est en soi, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure dans son déroulement quotidien, la prison est en soi une souffrance, une très grande souffrance. Être coupé d'autrui, avoir pour horizon quotidien les seules fenêtres barreaudées de sa cellule, c'est une souffrance. Ne plus avoir de rapports normaux avec ses proches, c'est une souffrance. Ne plus avoir aucune espérance de vie professionnelle, ne plus penser avoir un jour à exercer un métier, c'est une souffrance. Ne plus se sentir utile en aucune façon, en aucun point de vue, c'est une souffrance. Alors, je ne veux pas exagérer la souffrance de ces criminels, parce qu'on va me dire, mais ça n'est que justice
Eh bien oui, c'est justice, qu'ils souffrent d'une certaine manière dans leur prison, mais à la condition que la prison n'ajoute pas la peine à la sanction pénale décidée par le juge. Le juge décide 20 ans de prison. Pourquoi est-ce qu'à cette peine-là, qui est déjà importante, il faudrait ajouter la peine, de l'hiver qui est très froid en cellule, du fait qu'on ne peut pas sortir dans la cour parce qu'il n'y a pas d'auvent pour vous protéger de la pluie, parce qu'il y a des cafards dans la nourriture, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter ces peines-là ? Pour le plaisir de faire souffrir ? Alors ça, c'est la société qui deviendrait un peu bizarre à cet égard. Et je crois que si la société appliquait, au fond, la bonne vieille loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, je crois qu'elle se déconsidérait comme société démocratique. Notre société démocratique, c'est précisément de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est d'avoir à séparer le criminel de ses semblables, pour autant qu'on en ait besoin, mais pas plus et pas moins, naturellement. 10 ans de prison s'il le faut, mais pas 10 ans de prison dans un marécage d'eau fangeuse et dans une nourriture pourrie. C'est inutile. La peine de prison est faite pour sanctionner. Et comme le disait parfaitement un directeur d'établissement pénitentiaire belge, un jour, que je fais mienne cette phrase, la prison accueille des punis. Elle n'a pas besoin de rajouter ses propres punitions. La punition, c'est le juge qui l'a décernée. C'est pas au directeur ou au surveillant ou au personnel pénitentiaire d'ajouter des punitions à la punition. La punition est là, et c'est la société qui la décide. Le juge se prononce, faut-il le rappeler, au nom du peuple français. Et s'il plaît au surveillant de rajouter une sanction, par exemple, en je ne sais quoi, moi, en cognant à la porte d'une cellule la nuit pour empêcher le détenu de dormir, comme ça arrive, ça, quelquefois, hein. Bon, est-ce que c'est au nom du peuple français qu'il fait ça ? Non, sûrement pas. C'est au nom d'une petite vengeance à lui, surveillant, qui est encore une fois très minoritaire, hein. Je ne dis pas du tout que c'est le lot de tous, mais ça arrive. Bon, donc cette punition-là, elle est imméritée. Et puis j'ajoute une dernière conviction pour répondre à votre question, c'est que moi je crois que la prison est une souffrance et que point n'est besoin d'ajouter une souffrance inutile. Et ma conviction est celle-ci, c'est que je crois qu'on a plus de chances de venir à bout de la résistance d'un grand criminel, je veux dire de la résistance dans le mal, si on le traite avec dignité que si on le traite avec indignité. Et à ceux qui voudraient dire qu'il faut écraser le criminel comme on écrase une mouche contre un mur, j'ai envie de dire que statistiquement, la preuve n'est pas faite que ce soit un traitement plus efficace que le fait de traiter avec dignité. Il faut avoir bien conscience qu'aujourd'hui, tous les criminels sortiront un jour ou l'autre de prison. La condamnation à perpétuité existe dans notre droit pénal, mais la Cour européenne des droits de l'homme condamne le fait qu'elle soit exécutée jusqu'au bout, c'est-à-dire que la personne meurt en prison. Aujourd'hui, le condamné à perpétuité sort avant sa mort de prison. Et donc, il faut qu'il sorte le moment venu. Et donc, ce qui m'importe, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure du petit délinquant, c'est comment sort-il ? Est-ce qu'il sort de telle sorte qu'il va recommencer ou est-ce qu'il sort de telle sorte qu'il va désormais vivre parmi nous les hommes comme un homme ? Eh bien ça, c'est la question qu'il faut poser aussi aux grands criminels et au système pénitentiaire qui les punit, exactement comme aux petits délinquants. Il n'y a pas de différence de nature sur ce point. Donc je crois que même pour les grands criminels, même s'il faut prendre naturellement des précautions particulières à leur égard, même si il faut les condamner à des peines plus longues naturellement que les autres, il ne faut jamais oublier qu'ils ont en eux une part d'humanité et que c'est cette part d'humanité qu'il faut cultiver et non pas la part d'inhumanité qui s'est montrée avec tellement d'éclat avant leur procès.